Euh, Très bien, Émilie, merci beaucoup. Et je te remercie, tous les organisateurs, d'avoir voulu m'incorporer à cette démarche. Et c'est peut-être possible que j'ai un peu découvert la chose il y a des années, mais comme je suis assez paresseux, je n'avais pas travaillé, je n'avais pas suivi les sujets et ça a été pour moi l'occasion de revoir un peu où en sommes. Mais je me limite aux aspects juridiques et surtout de la perspective du droit de la mer et de l'action dans le cadre de la Convention de Londres sur les immersions, euh, qui a pris l'avantage dans la régulation internationale dans la matière. En fait, comme il a été déjà dit, il s'agit de trouver des moyens de lutter pas contre les changements climatiques, mais de trouver des solutions qui nous aident à l'adaptation. C'est de l'adaptation face au changement climatique euh, qui, qui, qui mobilise l'action dans la matière. Et les États se sont lancés à la recherche d'un fort convenable et ils ont trouvé que l'OMI et la Convention de Londres sur les immersions et les protocoles de Londres de 1986 sur les immersions étaient les cadres compétents et ils se sont déclarés saisis du sujet et ont développé toute une action pour permettre des activités qui, en principe, étaient interdites et par la Convention de Londres et surtout par les protocoles. Euh, alors, d'une certaine manière, il s'agit de enlever les entraves juridiques. J'ai l'impression que les États s'adressent dans cette direction. Il faut développer des recherches sur les possibilités que les océans offrent pour des options qui mitiguent le changement climatique. Et tout d'abord, avant que la science puisse trouver les moyens, il faut enlever les obstacles juridiques. À mon avis, ce n'est pas une bonne méthode, mais c'est la méthode que les États ont adoptée dans le cadre de la Convention de Londres et les protocoles. Ils sont opérés sur la base d'une distinction qui peut sembler arbitrale, un peu arbitraire, pardon, qui est, sont traités d'une part la séquestration de CO2 dans les sous-sols marins et d'autre part la fertilisation océanique et la géo-ingénierie dans un autre volet. Alors, ils sont dès le début marchés dans deux directions parallèles. Une, la séquestration du CO2 dans les formations géologiques au sous-sol marin, et de l'autre côté, la fertilisation des eaux de la mer et d'autres manières de géo-ingénierie qui sont encore à inventer, mais dont un cadre juridique voulait être préparé à l'avance. Pour ce qui est de la séquestration dans les sous-sols marins, qu'est-ce que les États ont fait au sein du protocole de la Convention de Londres? Bon, ils sont adoptés d'abord en 2006, dans la première réunion des parties au protocole, euh, une résolution pour permettre la séquestration de CO2 dans les sous-sols marins. Les protocoles de Londres, tel qu'il a été adopté en 1986, étaient très sévères. Il interdisait toutes sortes de placements de déchets dans la mer, sauf une petite liste d'exceptions des matériaux qui n'étaient pas nuisibles d'après la connaissance scientifique au milieu marin. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'ajouter un nouvel élément à la liste, et ce nouvel élément, c'est les flux de CO2 qui seraient placés dans les formations géologiques du sous-sol marin. Alors, la proposition a été faite par l'Australie. Elle a été appuyée par 12 États, entre lesquels la Norvège, la France, l'Espagne et d'autres, surtout les pays européens. 12 votes en faveur, 100 pays qui se sont abstenus.
mais la résolution a été adoptée avec cette majorité et elle permet de ce moment, il a ajouté à la liste une exception nouvelle, les flux de CO2 peut être déposés dans les formations géologiques profondes du fond de la mer. Pour moi, une question qui n'a pas été résolue et qui montre une preuve de ce qui trop souvent arrive dans ces contextes politiques à la Convention de Londres et un peu partout, c'est qu'ils n'ont pas précisé à quel endroit du milieu marin, les sous-sols marins. Mais les sous-sols marins est très grand et il peut être dans la mer territoriale d'un État, dans la zone économique, la plateforme continentale ou au-delà. Alors, apparemment, la permission d'insérer des déchets, des flux de CO2 au sous-sol marin, c'est au sous-sol marin dans son ensemble, c'est-à-dire y compris dans la zone internationale des fonds marins et océaniques, au-delà de la juridiction nationale, qui est un patrimoine commun de l'humanité. Voilà un problème important pour l'action qui a été développée à la Convention de Londres. Et après ça, en 2009, 5 ans après, les parties au protocole de Londres ont adopté une nouvelle disposition, une nouvelle résolution. C'est une résolution pour éliminer l'interdiction de l'exportation des déchets d'un pays à un autre qui était une interdiction ferme à l'article 6 du protocole. Le protocole, lorsqu'il a été adopté, il voulait absolument restreindre toutes les activités d'immersion des déchets dans la mer. Et pour y arriver, il a interdit les mouvements transfrontières des déchets dans le but de les immerser dans la mer. Tout mouvement transfrontalier des déchets pour l'immersion était interdit. Alors, il fallait lever l'interdiction. Et l'interdiction a été aussi levée. Là, c'est plus grave parce que ce n'est pas seulement un amendement dans l'annexe du protocole, c'est un amendement du protocole lui-même, d'un article du protocole, ce qui est plus difficile. Alors, l'amendement a été proposé par la Norvège et il a été adopté par 15 votes en faveur, 6 abstentions, et 1 vote contre. Les votes contre a été émis par la Chine. La Chine a dit on ne sait pas suffisamment les risques qu'on est en train de prendre avec cette décision. Nous sommes contre l'immersion des déchets dans les sous-sols marins et l'élimination de l'interdiction de l'exportation des déchets avec ces fins. C'est la Chine qui a pris la parole contre et c'est la seule voix qu'on a entendue dans le contexte de la Convention de Londres dans cette direction. Alors, l'interdiction, la résolution a été adoptée et elle n'est pas vraiment en vigueur aujourd'hui parce que s'agissant d'un amendement de la Convention, la procédure est plus sévère. Alors, l'amendement a été adopté, mais pour qu'il entre en vigueur, il a besoin de 2 tiers de ratification, c'est-à-dire 36 États. Et pour le moment, seulement 9 États ont ratifié l'amendement. Alors, c'est un amendement qui existe, un amendement qui a été approuvé, mais un amendement qui n'est pas encore entré en vigueur. Les travaux continuent en attendant et en invitant les États à adhérer ou à ratifier ou à se joindre à l'amendement pour l'exportation, mais il est en attente pour l'entrée en vigueur. Ça a déterminé une 3e actuation qui est un peu surprenant et que j'ai appris depuis que Émilie m'a rappelé que je devais réviser le dossier. Alors, ça, je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé qu'en 2019, à la suite d'une proposition de la Norvège et du Pays-Bas, une résolution a été approuvée
pour l'application provisoire de l'élimination de la prohibition d'exportation. Alors, comme les États n'étaient pas prêts à ratifier, ils se sont dit, bon, alors nous le ferons nous-mêmes. C'est une dérogation partielle pour les partis qui feront une déclaration en voulant appliquer cette application provisoire. Alors, la résolution a été approuvée, apparemment par consensus. Elle est en vigueur parce qu'il s'agit d'une résolution interprétative de l'état des droits dans le cadre du protocole. Elle n'a pas besoin d'approbation ultérieure pour n'importe qui. Alors, pour quiconque État parti à la Convention de Londres et au protocole, qui voudrait faire une déclaration en disant « Moi, je m'investis de la possibilité de faire des mouvements transfrontaliers en attendant que l'élimination de la prohibition entre formellement en vigueur, pourrait le faire. » Pour le moment, il y a 4 pays qui ont fait la déclaration et qui se sont investis soi-même de la possibilité d'exporter, on ne sait pas si de l'un à l'autre ou n'importe où, des déchets, des flux de CO2 pour la séquestration dans les fonds marins. Ces 4 pays, c'est les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la République de Corée. Alors, c'est là où on est. Je dois avouer que j'ai des graves doutes sur la légalité de cette application provisoire à la lumière de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Je crois que ce n'est pas possible d'éliminer une interdiction dans un traité, parce que le protocole est un traité, entre les parties par une résolution interne dans le cadre de l'accord qui libère les parties d'une provision qui est dans les textes de l'accord. Il faudrait à tout prix attendre que l'amendement entre en vigueur et s'investir de la possibilité inter partes de se déroger de cette obligation, de cette interdiction. Pour moi, ce n'est pas valable du point de vue du droit des traités. Ça va directement contre la Convention de Vienne sur le droit des traités. Mais j'en profite pour faire ces petites parenthèses parce que peut-être à la fin, je n'aurai pas le temps. Tout ce chapitre d'action est dirigé par des scientifiques et pas par des juristes. Alors, les scientifiques font son rôle, et c'est très bien, mais je crois que l'aspect juridique est tout à fait oublié. Et on ne peut pas décider dans un cadre politique quoi faire avec les fonds marins sans savoir si c'est dans la juridiction nationale ou au-delà de la juridiction nationale. On ne peut pas déroger des règles d'un traité sans savoir si ça c'est valable du point de vue du droit de traité ou pas. Alors les juristes brillent par son absence dans ces contextes de discussion dans le cadre de la Convention de Londres et son protocole. Bon, ça finit avec la séquestration pour l'immersion dans des formations géologiques du sous-sol marin, avec tous ces problèmes. Les États partis à la Convention et au protocole ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé une autre voie d'action pour permettre, dans le cadre de la Convention et du protocole, et la fertilisation océanique et d'autres formes de géoingénierie marine, à supposer qu'ils s'affecteraient surtout les eaux, parce que les sous-sols de la mer est déjà couvert par d'autres volets d'action. Alors, la fertilisation des océans et autres activités de géoingénierie marine à découvrir, parce qu'au-delà de la fertilisation océanique, au moment où la première résolution a été adoptée en 2008 pour régulariser la chose, au-delà de ça, on ne connaissait rien, mais on a profité pour régulariser la fertilisation océanique et puis ouvrir la porte à d'autres possibles formes de géoingénierie marine à découvrir. Bon, pour la fertilisation, il faut dire qu'ils ont été assez prudents parce qu'ils se sont limités à dire c'est de la compétence de la Convention de Londres et du protocole. Celui-ci, c'est le cadre approprié, c'est les forums compétents. Et on règle pour le moment de la manière suivante. On interdit
toute forme de fertilisation océanique qui ne soit pas pour des recherches légitimes, des recherches scientifiques légitimes. Ils n'ont pas défini qu'est-ce que c'est légitime. Ils n'ont pas défini non plus qu'est-ce que c'est la recherche scientifique, mais ça on le sait, mais qu'est-ce que c'est la recherche scientifique légitime? Ils ne sont pas dit un mot sur ça. Alors, ils sont permis et réglés, à son avis, la fertilisation océanique qui devient une activité possible. La proposition a été suggérée encore une fois pour l'Australie. Il a été adopté par consensus et il est en vigueur depuis lors parce que ce n'est pas un amendement de n'importe quoi, c'est une résolution qui dit ça, c'est les cadres juridiques qu'il faut appliquer et la Convention de Londres et les protocoles. Nous sommes compétents et nous décidons pour le moment que la fertilisation océanique peut se faire, mais doit se limiter pour le moment à la recherche scientifique légitime. Ces premiers pas ayant été donnés, on a fait un deuxième pas, et c'est le dernier. Alors, j'espère que je pourrai terminer dans mes 20 minutes allouées. La deuxième action qui a été adoptée, et c'est en 2013, c'est adopter des amendements, maintenant c'est des amendements, oui, dans un vaste spectre qui affecte les protocoles et les annexes et d'autres éléments du système. Alors, c'est des amendements très complexes. Pourquoi? Pour permettre plus largement la fertilisation océanique, c'est-à-dire au-delà pour la recherche scientifique légitime, et déjà mise en marche pour permettre d'autres formes de géoingénierie marine. Alors, ce que la résolution a fait, c'est une résolution assez complexe qui vaudrait mieux l'avoir faite dans la forme d'un protocole, parce que c'est plusieurs volets, très complexe. Elle a fait quelque chose. Elle a défini qu'est-ce que c'est la fertilisation océanique et la géoingénierie, avec des définitions assez banales. Elle a fait une liste des autres activités de géoingénierie qui pourraient être entreprises dans le cadre du système du protocole, mais pour le moment, c'est un annexe qui est vide, un annexe 4 à être rempli. Il permet les activités de géoingénierie marine qui seront inventées et considérées possibles, et ils seront inclus dans la liste au fur et à mesure. Pour le moment, il y a une seule chose dans la liste, c'est la fertilisation océanique pour des recherches scientifiques légitimes, ce qu'il s'avère en 2013. Et le reste à remplir. Alors, il y a tout un cadre d'évaluation et des groupes de travail qui se réunissent. Le dernier, c'est un groupe de travail par correspondance piloté par l'Italie qui doit déterminer quelles autres activités de géoingénierie marine seront incluses dans la liste du nouveau annexe 4. Et ils ont commencé pour une liste assez large, mais ils ont fini aujourd'hui avec une liste qui seulement forme de géoingénierie que j'ai perdue dans la bataille. Alors, je vais les retrouver, mais je ne sais pas quand. Ah, si, ici. Bon, les groupes de travail qui, par correspondance, qui continuent à travailler pour mettre la lettre dans la liste vide de l'annexe 4, activités de géoingénierie marine permises, visent 4 techniques. L'alcalinisation, la culture des macroalgues et autres biomasses pour la séquestration, y compris la remontée artificielle d'eau profonde. 3, les microbules, particules, matériaux réfléchissants. Et 4 et dernier, l'éclaircissement de nuages marins. Je me demande qu'est-ce que les nuages marins ont à voir avec la mer elle-même. Alors, quelles compétences a le protocole de Londres sur les nuages qui sont dans l'atmosphère? Small wonder.
mais ça dénote encore, et ça sera mes derniers mots, les manques d'un cadre juridique efficace et la tendance à développer des éléments scientifiques et adopter des cadres politiques pour permettre des choses qui ne sont pas encore inventées et dont les droits auraient beaucoup de choses à dire. On ne peut pas agir comme si les droits n'existaient pas. On ne peut pas considérer les sous-sols marins comme une unité où quelqu'un peut faire ce qu'il veut. Euh, par autant qu'il est réglé par la Convention de Londres et les protocoles, faisant abstraction du fait que ce soit dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, dans les plateaux continentaux ou dans les zones internationales des fonds marins maritimes. Et on ne peut pas régler à la fois l'atmosphère, le nuage, les eaux, les fonds de la mer. Je crois qu'il faut un peu de sagesse légale dans les systèmes et qu'à la Convention de Londres et son protocole, il faudrait inviter des juristes qui disent son mot, parce que sinon, on va faire un pastiche indigestible. Ça, c'est tout. Merci.